Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Goa. Goa qui est un jeu de Rudiger Dorn, illustré par Naiad et édité par Queenot Games. Donc c'est un jeu qui a été originellement, qui est sorti il y a 20 ans, même plus de 20 ans, puisqu'il est sorti en 2004, maintenant il bénéficie d'une réédition qui va être portée en 2026 en financement participatif par Queenot Games. Queenot Games qui a l'habitude de sortir des jeux en financement participatif. Ils ont sorti par exemple un des tout derniers, c'est pas le tout dernier, c'est Stupor Mundi, qui est excellent. Carnegie, qui a gagné le 20 jeux de l'année, donc de très bons jeux. Ils ont aussi sorti Terramara qu'on a adoré ici mais qui est assez confidentiel, mais je vous le conseille. Bref, maintenant il s'attaque à Goa, il réédite Goa et c'est l'occasion pour nous de vous en parler, d'en faire un résumé et une explication des règles. Donc comme d'habitude, comme d'habitude maintenant, bien que c'est depuis peu de temps, mais je vais structurer cette vidéo en plusieurs parties. D'abord, on est occupé dans l'introduction, puis ensuite on fera un résumé des règles, puis ensuite on ira plus profondément dans les règles, donc on va détailler toutes les règles et on terminera par notre avis sur le jeu. Donc Goa qui est un jeu de Rudiger Dorn, et Rudiger Dorn n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un même qui a été très productif les dernières années, enfin depuis longtemps, au moins depuis 2004. Il a entre autres sorti Istanbul qui a gagné le Kennerspiel der Jahre, donc un jeu très connu. Il a sorti le très bon El Vecchio et il a sorti par exemple Runestone qui est fort apprécié aussi pour le moment. Goa est certainement un de ses jeux les plus appréciés parmi le monde ludique. Il bénéficie de beaucoup d'éloges. Nous, chez 20 jeux, on n'y avait jamais joué. Honte à nous, hein, ça fait 20 ans qu'il est sorti, on n'y avait jamais joué. Il faut dire qu'on n'est pas des grands fans d'enchères. Et ici, c'est un jeu d'enchères. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas vraiment les enchères? Parce que souvent, les enchères sont utilisées pour équilibrer un jeu déséquilibré. Donc, imaginons que vous faites une tuile qui vaut 20 points de victoire et une autre qui vaut 0 points de victoire. Vous faites des enchères, en points de victoire, c'est celui qui dépensera peut-être 19 points et demi qui la gagnera et l'autre, il aura 0. Donc, j'exagère, évidemment, c'est jamais exactement comme ça. Mais voilà un petit peu pourquoi nous aimons pas trop les enchères, parce que souvent ça sert à équilibrer. C'est les joueurs finalement qui équilibrent le jeu. Dans Goa, c'est pas du tout le cas. Dans Goa, d'abord les tuiles qui sont à enchérir sont très équilibrées et en plus, deuxième chose que nous on a moins dans les enchères, c'est ces enchères interminables. Vous savez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout le monde mise 1 en plus et ça n'en finit pas. Ici, c'est un tour de jeu. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième joueur, on revient en premier et puis c'est fini. L'enchère est vraiment... il faut miser exactement ce qu'on veut, en sachant qu'évidemment, plus on va miser, plus on oblige les autres qui sont très intéressés par la tuile à surenchérir et peut-être à payer un peu trop, tout en se prémunissant de devoir l'acheter trop cher. Donc et c'est qu'une seule enchère, donc il faut viser juste. Mais en plus, il y a un système que le dernier joueur, je vais vous l'expliquer en détail, mais le dernier joueur va recevoir le prix de l'enchère. Il a le choix entre soit recevoir le prix de l'enchère, soit acheter quand même la tuile à un prix plus bas, en l'occurrence plus bas. Donc ça donne des choix intéressants puisque vous allez devoir choisir, lorsque vous êtes premier joueur, entre recevoir de l'argent qui est nécessaire pour les autres enchères ou acheter à moindre prix, finalement moins cher qu'un autre joueur serait prêt à payer. Donc ça offre vraiment des choix intéressants. En tout cas, on a vraiment bien aimé ce système d'enchères. Et voilà, mais ce n'est pas
qu'un jeu d'enchères, puisque vous allez voir, il y a des échelles technologiques. Vous allez pouvoir vous construire une sorte de stratégie, monter dans des échelles, devenir de plus en plus puissante dans l'une ou l'autre action, combler vos manques par les enchères et donc varier vos parties, puisque vous pourriez vous orienter vers l'une ou l'autre échelle en cours lors d'une autre partie. Voilà. Vous avez pas mal de variabilité à ce sujet-là, mais aussi dans cette nouvelle version qui est de 1 à 4 joueurs, donc il y a une version solo. Il y a également des petits modules supplémentaires qui vont accentuer cette variabilité. Donc voyons maintenant en détail ce qu'il en ressort de Goa. Voilà donc le matériel pour cette version de 2026 de Goa. Vous avez le plateau de jeu, un plateau joueur. Je vous ai mis quelques modules supplémentaires de cette version 2026 là, et ça suffira pour vous expliquer les règles de Goa. Donc Goa, commençons par un petit résumé. Donc Goa se déroule en 8 manches. Chaque manche se déroule de la même façon. On commence par une phase d'enchère où on va enchérir pour les différentes tuiles que vous voyez là. Quand il y aura autant de tuiles que de joueurs qui seront mises aux enchères. Donc imaginons qu'on a 3 joueurs, il y a donc 3 tuiles, par exemple ces 3 tuiles là qui sont gagnées aux enchères. Lors de la deuxième manche, on va remettre le reste des tuiles aux enchères. Donc on va laisser les tuiles telles qu'elles sont là présentes pour les gagner aux enchères. Donc, et on va faire ça 4 fois, pardon, et puis on va passer aux 4 dernières manches qui sont des manches de nuit. Là, on va changer complètement. Donc ici, vous avez les tuiles de jour et vous avez une autre série de tuiles de nuit, évidemment un peu plus puissantes, qu'on va disposer au début de la 5e manche et on va réenchérir pour ces tuiles-là lors des 4 dernières manches. Donc, une manche se déroule comment? Premièrement, il y a une phase d'enchère. Ensuite, les joueurs gagnent les tuiles. Et puis ensuite, il y a une phase d'action. Chaque joueur va à son tour réaliser une des 6 actions possibles. Et puis quand revient son tour, il réalisera une deuxième des 6 actions possibles. Puis quand revient son tour, il réalisera une troisième. Ça peut être 3 fois la même. Et puis c'est la fin de la manche. On passe à la manche suivante. On va refaire une enchère pour des tuiles et repartir pour chacun à son tour réaliser une action jusqu'à 3 actions chacun. Les tuiles qu'on peut gagner aux enchères, ce sont principalement des tuiles comme ça, qui sont des tuiles de stockage, qui vont vous permettre de stocker la bonne ressource. Il y a pas mal de ressources différentes en jeu. Je ne vais pas les nommer ici. En gros, vous retenez des brunes, des roses, des oranges, des jaunes, vertes. Enfin voilà, donc vous avez les différentes couleurs de ressources. Vous avez aussi d'autres types de ressources. Les ressources, les parchemins qui sont par 3 ou par 1, les bateaux qui sont par 1 ou par 3. Vous avez des cartes spéciales qui sont les mêmes recto verso, qui sont des boussoles qui, quand vous gagnez, vous donnent droit à une action supplémentaire. Vous avez des cartes exploration qui vont vous donner des bonus que vous allez pouvoir gagner. Et vous avez l'argent qui s'appelle le pardo, ici, qui est une monnaie d'Inde du 19e siècle, donc 18 et 19e. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qu'il y a sur les tuiles, ce que vous allez pouvoir gagner. Et puis pendant les phases d'action, ce que vous allez pouvoir faire, c'est soit monter sur les différentes échelles, monter votre marqueur enfin c'est le descendre en fait, parce qu'au début du jeu, tous les marqueurs sont au niveau 0, et puis vous pouvez descendre progressivement en payant des ressources. Vous voyez, si vous voulez passer de ce niveau-là à ce niveau-là, vous devez payer ces 3 ressources et 3
3 cartes bateau. Et les actions que vous allez pouvoir faire sont assez simples, sont indiquées ici, ça dépend de votre niveau. Donc si vous êtes ici, vous pouvez prendre 2 cartes bateau, là 3 cartes bateau, là vous pouvez produire 4 ressources de votre choix. Là vous allez pouvoir gagner oui par dos. Là vous allez pouvoir gagner 2 cartes bonus, les cartes exploration, tout en respectant un maximum de 3 dans votre main. Et ici vous allez pouvoir fonder une colonie en ayant un bonus de plus 4, c'est-à-dire qu'il faudra atteindre un certain niveau de parchemin en fonction de la colonie. Vous voyez ici 6, 8, 12 ou non 10 ou 12 parchemins pour construire une colonie comme ça. Quand vous en construisez une, vous la placez là et ça vous donne un stockage d'une ressource joker ici soit d'une rose, soit d'une rouge. Quand vous gagnez une carte, une tuile stockage, vous remplissez automatiquement de la ressource. Donc vous la produisez automatiquement également. Et les ressources, comme je vous dis, vous servent à augmenter le long de vos échelles de technologie et monter en échelle de technologie va vous rendre vos actions de plus en plus puissantes et va vous faire gagner des points de victoire. Les points de victoire sont indiqués ici à la fin du jeu en fonction de votre endroit dans la technologie. Par exemple ici, pour ce jeton-ci, ça sera 10 points. Pour les deux là, ça sera 1 point et les deux restés à 0, ça sera 0 point. Vous allez gagner aussi d'autres points de victoire à la fin du jeu, par exemple avec les tuiles mauves, celle-ci par exemple. Donc vous avez des tuiles qui vous rapportent directement des points. Donc vous voyez ici c'est 1 point de victoire, mais vous avez par exemple des tuiles mauves. Ici par exemple à la fin du jeu, vous allez pouvoir défausser 6 ressources pour gagner 5 points de victoire. Ce sont les ressources. Il y a d'autres types de façons de gagner des points de victoire, mais ce sont les façons essentielles que je vous ai expliquées ici. Avoir toutes les colonies vous rapporte aussi 10 points de victoire, donc ça c'est aussi intéressant. Et donc voilà pour le résumé des règles. Maintenant rentrons un petit peu plus dans les détails et je vais vous expliquer déjà comment fonctionne la phase d'enchère qui est très très bien faite comme je l'ai dit dans l'introduction, que personnellement j'adore. Donc d'abord le premier joueur prend son premier jeton d'enchère avec le jeton premier joueur, donc il va mettre le jeton premier joueur aux enchères et il va le placer autour du plateau où il veut. Donc imaginons qu'il le place ici. Et ensuite, le deuxième joueur va prendre son jeton enchère numéro 2 et va placer son jeton enchère sur une tuile adjacente à la tuile premier joueur, adjacente orthogonalement ou diagonalement. Donc imaginons qu'il la mette ici, il va placer son numéro 2. Ensuite, le troisième joueur va prendre son jeton numéro 3. Il va le placer adjacent, orthogonalement ou diagonalement au jeton 2. Imaginons qu'il le place ici, par exemple. Ensuite, le troisième joueur, ici dans une partie à 3, prend son jeton numéro 3, qui est en fait le premier, et le place également sur une tuile adjacente, orthogonalement ou diagonalement au jeton numéro 3. Imaginons qu'il le place ici. Donc ça, c'est la première partie de la phase d'enchère. Le jeton premier joueur doit toujours se placer orthogonalement adjacent à une tuile. Donc ici, évidemment, c'est bon. Diagonalement, c'est pas bon. Donc on ne peut pas le mettre comme ça. On doit le mettre orthogonalement à une tuile. Imaginons qu'il y a des trous. Donc par exemple, en deuxième manche, ces 3 jetons sont partis. Le premier joueur peut, s'il veut, placer son jeton premier joueur à l'intérieur du plateau, du moment qu'il soit sur une tuile vide et qu'il soit adjacent orthogonalement à au moins une tuile. Vous pouvez même avoir un cas un peu particulier où vous vous mettez, par exemple, ici, vous êtes donc bien adjacent orthogonalement à une tuile. Si le deuxième joueur se place ici, le troisième doit être adjacent à cette tuile numéro 2. Il n'y a aucune tuile adjacente, donc il se place où il veut. Donc ici, par exemple. Donc voilà comment se déroule la première phase d'enchère. Donc on dit simplement quelle tuile on va mettre aux enchères. Attention, le premier joueur, il ne peut pas être ça, il ne peut pas être sur une tuile déjà, donc il est par exemple comme ça, hein, donc dans mon exemple.
Donc voilà la phase d'enchère. Alors maintenant, venons-en. Alors qu'est-ce que vous allez gagner peut-être, hein, c'est quoi ces tuiles? Donc la majorité des tuiles sont des tuiles de stockage. Quand vous gagnez une tuile de stockage, vous la placez en haut de votre plateau. Vous voyez que vous n'avez que 4 emplacements. Donc quand vous gagnez une 5e, vous remplacez une existante. S'il y a une ressource sur une existante que vous remplacez, ben, tant pis, vous perdez la ressource. Quand vous placez une tuile, une tuile de stockage dans votre plateau, immédiatement vous produisez la ressource en question. Donc ici, vous mettez deux ressources orange. Donc voilà, ça c'est quand vous gagnez une tuile de stockage. Vous pouvez aussi gagner des tuiles qui vont vous faire gagner des ressources. Ici par exemple 3 cartes bateau, donc une carte numéro 3 bateau, ou 3 cartes parchemin, donc une carte numéro 3 parchemin, voire 3 cartes numéro 1, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, vous avez ici 2 cartes parchemin. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des bonus permanents, une sorte de capacité permanente. Celle-ci vous donne à chaque manche l'occasion de gagner une carte bateau, ou ici de produire une ressource. Attention, il faut de quoi la stocker. Donc ce n'est pas un stockage, ça vous produit la ressource une fois par tour. Ici, ça vous fait gagner 3 sous une fois par tour. Donc ces tuiles sont assez intéressantes. Vous pouvez gagner des points de victoire et vous pouvez gagner des tuiles points de victoire conditionnels, comme ici, à la fin du jeu. Vous pouvez dépenser 6 ressources pour gagner 5 points de victoire. Celle-ci, par exemple, vous dit que toutes les tuiles qui vous rapportent normalement 1 point de victoire vous en rapportent 3. Donc voilà le type de tuiles que vous allez pouvoir gagner aux enchères. Vous les gagnez, vous les placez, vous mettez directement, si ce sont des tuiles ressources, si c'est des tuiles comme ça ressources, vous les défaussez puisque vous gagnez tout de suite la ressource. Si ce sont des tuiles stockage, vous gagnez directement la ressource en question. Voilà pour la phase d'enchère. Ensuite, il y a la phase action. Comme je disais, dans le résumé, il y a 6 actions possibles. En fait, c'est très simple, elles sont ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 actions possibles, plus la 6e qui est de diminuer, de faire progresser votre marqueur sur une des échelles technologiques. Alors, comme je disais aussi, vous allez, pour faire ça, donc une action, c'est faire ceci par exemple, et à ce moment-là, vous payez une ressource blanche et une ressource orange. Donc, ici, j'ai une ressource orange, j'ai pas de ressource blanche, mais imaginons que j'avais aussi une ressource blanche. Je paye 2 ressources blanches, enfin 2 ressources, une orange et une blanche, et 2 bateaux. Imaginons que j'avais 2 bateaux dans ma main, et à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il y a les cartes en dessous de la ressource pour montrer que vous devez dépenser 2 bateaux, et vous diminuez de 1 cran votre jeton pour dire que dorénavant, quand vous allez faire cette action, vous allez gagner 3 cartes bateau. Donc ça, c'est descendre vos marqueurs pour rendre vos actions de plus en plus puissantes. Celle-ci, donc comme je disais, et les 5 autres actions, c'est les 5 colonnes. Donc ici, gagner X cartes bateau. Ici, produire X ressources. Imaginons que je suis ici, gagner 2 ressources de mon choix. Je vais regarder, qu'est-ce qui me reste? Ah tiens, j'ai plus de ressources blanches. Je vais mettre une ressource blanche. Et là, je peux mettre une rose et une bleue, une turquoise. Autant peut-être prendre une turquoise, je n'en ai pas. Et là, je peux mettre la ressource de mon choix. Donc, rose, je n'ai pas encore non plus. Donc, je vais mettre une rose. Et ça, c'est si j'en produis 3, évidemment. Donc, si mon marqueur est ici, donc c'est même 4, je pourrais mettre également un brun ou un orange quand je produirai. Gagner des sous, c'est intéressant pour la phase d'enchère. Ah oui, évidemment, j'ai oublié de dire une chose très importante. Dans la phase d'enchère, je n'ai pas fini mon explication d'enchère. Donc, on commence les enchères par miser sur le 1, puis le 2, puis le 3, puis, le 3, hein, j'ai 2, 3, hein, donc, le 3, et puis le 4, et ensuite, on fait l'enchère. On commence par l'enchère numéro 1, et l'enchère numéro 1, eh bien, c'est toujours le joueur à gauche du joueur qui a mis son jeton enchère
à commencer l'enchère. Donc ici, le deuxième joueur, c'est le jaune. Donc le joueur jaune va dire, par exemple, 2 sous. Ensuite, le joueur vert va dire, ah non, moi je ne veux pas enchérir pour le premier joueur. Et puis le premier joueur, soit il accepte les 2 sous de jaune, donc jaune devra lui payer les 2 sous, soit il dit non, non, je la prends moi-même et il paye 1 sou de moins que le joueur jaune. Donc il paye 1 sou à la banque à ce moment-là et il garde le jeton premier joueur. Et les autres enchères se passent de la même façon. Donc l'enchère pour la tuile numéro 2, ben, elle commence par le joueur à gauche du joueur jaune, donc le joueur turquoise. Le joueur turquoise va dire « Ah ça, moi je veux bien pour 2 sous ». Le joueur rose va dire « Ah ben non, moi celle-là elle est vraiment super intéressante pour moi, je vais payer 5 sous ». Et le joueur jaune peut soit recevoir les 5 sous du joueur rose et ben, lui laisser la tuile, soit dire non, 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 je paye 1 sou de moins, soit 4 sous, et je prends la tuile qui est là, et les 4 sous, je les paye à la banque. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait, puisque vous avez vraiment des choix. Non seulement vous allez devoir enchérir le juste prix, mais en plus, le dernier joueur a un choix vraiment intéressant entre recevoir des sous pour gagner les enchères qui suivent, évidemment, ou payer 1 de moins pour gagner la tuile qui l'intéresse. Souvent, ces tuiles vous intéressent. Hein. Si par exemple, le jeton est sur 3, ben, si moi j'ai besoin d'un endroit de stockage, je vais mettre là. Si j'ai besoin d'argent, je vais le mettre là. Si j'ai besoin de cartes, je vais le mettre là. Donc, si j'ai besoin de PV, je vais le mettre là. Donc, souvent, on va mettre son jeton d'enchère sur une tuile qui nous intéresse particulièrement. Donc, souvent, on va payer pour gagner sa tuile. Mais ce qui n'empêche que quelquefois, les joueurs vont être un peu gourmands et vont faire une enchère en disant, ben, comme il veut quand même sa tuile, il payera un peu moins. Et des fois, ben, on va se dire, ben, avoir l'argent, ça vaut quand même la peine. Donc voilà, c'est un système vraiment bien fait. Une chose que je n'ai pas mentionnée non plus, c'est que le jeton premier joueur, l'enchère pour le jeton premier joueur, ce n'est pas que pour le jeton premier joueur, c'est également pour une carte exploration. Alors, à quoi servent ces cartes exploration ? Elles servent principalement pour, je vais vous les montrer ici, elles servent principalement pour gagner des bonus. Donc, quand on réalise une des 6 actions possibles, on peut accompagner son action par une carte exploration. Maximum 1 à chaque tour d'action. Et donc, enfin, à chaque fois que vous faites une action. Et donc ici, par exemple, cette carte-ci vous permet de produire 2 ressources. Celle-ci, ben oui, il faut que j'explique un peu la dernière action ici, mais vous permettra de retourner une carte en plus. Celle-ci vous permet dans l'action d'augmenter sur les échelles, de ne pas devoir payer de bateau. Donc elle est évidemment, plus vous êtes bas, plus elle est puissante, hein, puisque pour aller d'ici à là, vous devez payer 2 ressources blanches, une jaune, une brune, et normalement 4 cartes bateau, ben avec celle-là, elle vaut 4 cartes bateau, puisqu'elle ne vous oblige pas à payer ces 4 cartes bateau. Voilà, dans cet exemple-ci, évidemment, si on passe de là à là, ben cette carte-là vaut 2 cartes bateau, pardon. Donc voilà. Donc vous avez comme ça différentes cartes qui vont vous donner des bonus. Vous avez aussi des cartes qui vont vous donner, par exemple celle-ci, elle va vous donner des parchemins qui vous aident dans d'autres actions. Je vais y revenir. Donc voilà, ça c'est pour la phase d'enchère. J'avais oublié de vous expliquer la deuxième partie. Revenons sur les actions. Donc 5 actions possibles. La première, c'est de descendre sur ces échelles. La deuxième, c'est de faire chacune des actions. Donc produire, je vous ai expliqué. Piocher des cartes bateau, je vous ai expliqué. Prendre des sous, évidemment, très intéressant. C'est une échelle sur laquelle vous allez devoir progresser parce que si vous perdez toutes les enchères, vous n'allez pas gagner grand-chose. Donc il va falloir progresser sur ces enchères. Sur cette peut-être pas trop, hein, ça dépend de votre stratégie, parce que vous allez pouvoir vous permettre de ne pas progresser partout, et ici, de temps en temps, renoncer à une tuile pour gagner l'argent, ça vous épargnera de devoir faire cette action ou de progresser sur cette action. Celle-ci vous permet de gagner justement ces fameuses cartes exploration. Donc, si vous êtes ici, par exemple, vous en piochez 2 et vous devez respecter votre maximum de 3 en main.
Et la dernière, un petit peu la plus compliquée, vous permet de fonder une colonie. Alors fonder une colonie, imaginons que votre marqueur est ici. Donc pour fonder une colonie, et voilà, vous voyez que j'ai ces deux premières colonies, donc je peux fonder celle-ci ou celle-ci, ces deux-là sont déjà fondées. Donc imaginons que je veux fonder celle-ci, je vois que celle-ci nécessite 10 parchemins. Alors, en fonction de l'endroit où j'ai mon marqueur, je vois que je peux retourner deux cartes exploration. Donc je prends la première carte exploration, il y a évidemment du hasard, je gagne 2 parchemins, la deuxième carte exploration, je gagne 2 parchemins. Donc j'en ai déjà 4. Sur mon action, je vois que j'ai un bonus de plus 4, donc j'en ai 8. Il m'en faut 10 pour gagner, pour fonder cette colonie, donc je dois encore en avoir 2 dans mon stock. Si j'en ai 2 dans mon stock, je les paye à la banque et je peux fonder ma colonie, la placer ici et mettre... non, pardon, ça c'est la dernière colonie. Donc les colonies qui sont là sont des doubles couleurs, ça c'est des jokers, ça c'est double couleur. Donc je choisis, donc je ne suis pas obligé de prendre la première, je choisis celle qui m'intéresse le plus. Imaginons que je prenne celle-ci, je la mets là et je remplis immédiatement les ressources, donc soit des blanches, soit des jaunes. Donc voilà pour fonder une colonie. Donc je vais retourner des cartes, ajouter les parchemins de ces cartes, ajouter plus 4 en fonction de l'endroit où je suis et payer la différence en carte parchemin. Si jamais j'avais mal calculé mon coût et il s'avère que je n'avais pas assez de cartes parchemin pour payer, eh bien en compensation, donc je rate mon action, je ne la fais pas, et en compensation, très maigre compensation, donc je vous souhaite que ça ne vous arrive pas et de toujours prévoir assez de cartes parchemin en stock, on ne sait jamais, mais en compensation, vous gagnez une carte parchemin, donc très faible compensation. Dernière chose que je dois expliquer avec ce système, c'est que quand vous arrivez à mettre tous vos 5 marqueurs au niveau 1, vous gagnez un bonus qui est de gagner une carte action. Au niveau 2, une carte action. C'est chaque fois une carte action quand tous vos marqueurs arrivent à un certain niveau. Donc, imaginons que je suis comme ça. Si je fais l'action ceci, pouf, je gagne une carte action. Si ensuite je fais l'action hop, ceci, j'ai tous mes marqueurs au niveau 3 minimum. Donc, je gagne une carte action. Le premier joueur qui descend un marqueur au niveau 4 gagne une carte exploration, donc ces cartes-là, mais c'est uniquement le premier joueur qui le fait, et même chose au niveau 5. Les points de victoire à la fin de la partie, on regarde d'abord pour chaque jeton où on en est. Donc ici on a 0, plus 1, plus 2 fois 3, donc ça fait 7, plus 1 fois 6, 17 points. La première chose ici, donc chaque marqueur en fonction de son endroit, on gagne les points de victoire. La deuxième chose, c'est le nombre de colonies qu'on aura fondées. Donc ici j'en ai fondé 3, c'est la même échelle. Donc en fonder une c'est 1 point, 2 c'est 3 points, 3 c'est 6 points, 4 c'est 10 points. Donc ici dans cet exemple-ci, j'ai 6 points. La troisième chose qu'on gagne, ce sont des points de victoire en fonction des cartes exploration qui nous restent en main. Donc on va regarder les symboles qui sont en bas à droite en noir, et en fonction du nombre d'un symbole différent qu'on a, on va gagner des points de victoire, et c'est la même chose. Donc 1 point de victoire, un symbole différent, 2 symboles, 3 points de victoire, 3 symboles, 6 points de victoire, 4 symboles, 10 points de victoire, et 5 symboles, 15 points de victoire. Et la dernière chose, c'est non, c'est pas la dernière chose, l'avant-dernière chose, c'est le joueur le plus riche, il va gagner un bonus de 3 points de victoire, celui à qui il reste le plus d'argent en main, 3 points de victoire. Et puis enfin, certaines tuiles vont rapporter des points de victoire à la fin du jeu. Vous voyez, celle-ci, 1 point de victoire. Les points de victoire conditionnels des tuiles mauves vont rapporter des points de victoire. Et c'est celle ou celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Les modules de cette version 2026, donc il y a 5 modules en plus. Il y en a un qui permet d'y jouer en solo. Il y a même une campagne solo. Et puis, il y a ces 4 petits modules. Ici, c'est un module qui va vous permettre de changer les règles du jeu.
Donc vous voyez, vous avez 5 cartes qui vous permettent de changer les règles du jeu. Par exemple, celle-ci, quand vous fondez une colonie, ça vous coûte 2 parchemins supplémentaires, mais vous gagnez une ressource supplémentaire et chaque colonie vous permet de stocker une ressource supplémentaire. Celle-ci, par exemple, à la fin du jeu, on va regarder le joueur qui a le plus de ressources et il gagne 5 points de victoire. Celui qui en a le moins en perd 5. Donc voilà, vous avez comme ça des petits changements dans les règles qui vous changent légèrement vos parties. Vous avez des tuiles supplémentaires qui permettent d'avoir un peu des tuiles variées à chaque partie. Vous avez des joueurs des cartes joueurs. Les joueurs peuvent jouer durant les enchères une carte qui leur permettra de gagner des petits bonus. Donc vous voyez par exemple si le joueur joue cette carte et qu'il gagne l'enchère en tant que commissaire-priseur, donc celui qui met la tuile aux enchères et qu'il a misé 5 ou plus, eh bien il gagne une carte action. Ça me fait penser que je ne vous ai pas expliqué un petit peu ces cartes actions, mais c'est très simple. Donc vous, les cartes actions, vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans votre main. Mais à la fin de chaque manche, vous ne pouvez plus qu'en avoir une maximum. Pendant que vous faites vos 3 actions, eh bien, vous pouvez en plus en faire une 4e, une 5e, une 6e, autant que vous voulez, du moment que vous dépensiez une carte boussole. Donc, une carte boussole pour réaliser une action supplémentaire. Donc, vous comprenez que gagner une carte boussole, c'est très, très puissant. Donc, ici, descendre tous ces marqueurs à chaque niveau vous permet d'avoir une carte action qui n'est pas rien. Il y a même des tuiles qui vous permettent d'en gagner. Donc voilà, une carte action vous permet de réaliser une 4e action si vous avez 2 cartes action, une 5e, etc. Vous pouvez toujours en épargner une jusqu'à la fin, mais le dernier tour, ce serait bête de ne pas la dépenser, mais vous ne pouvez pas en garder plus d'une à chaque tour. Donc voilà, donc ici, si vous gagnez l'enchère comme commissaire-priseur, en payant plus de 5 ou plus de pièces, vous gagnez une carte action. Ici, si vous gagnez votre enchère en tant que commissaire-priseur, vous gagnez 5 sous. Ici, si vous perdez votre enchère en tant que commissaire-priseur, vous recevez en compensation une carte bateau et une carte parchemin, etc. Donc ce sont des petites cartes, chaque joueur a les mêmes, et au début de la phase d'enchère, vous la jouez pour dire ce que vous allez gagner éventuellement en fonction de l'issue de l'enchère. Le dernier module d'extension, ce sont des pouvoirs personnels. Donc là, chaque joueur reçoit une carte ou 2 et choisit parmi 2, enfin, c'est comme vous voulez, pour avoir un pouvoir personnel. Vous avez des pouvoirs assez simples. Vous voyez ici, votre pouvoir, c'est simplement en début de partie, vous augmentez déjà d'un cran votre niveau de technologie. Ici, des bateaux et là de l'argent. Donc simplement, en début de partie, évidemment, on est tout en haut. Et donc, diminuer d'un, vous faites simplement ça sans payer les ressources. Donc, ça, c'est ces deux-là. Pardon. Celui-là, si jamais vous gagnez, à chaque fois que vous gagnez votre enchère en tant que commissaire-priseur, au lieu de payer 1 de moins, vous payez 2 de moins. Donc, bon, peut-être, je parle beaucoup du commissaire-priseur, je dois quand même peut-être vous répéter pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que le commissaire-priseur. Donc, le commissaire-priseur, c'est le joueur qui a mis ce jeton. Donc ici, le joueur turquoise, il a mis le 3, le joueur rose va enchérir, puis le joueur jaune va enchérir, et puis lui, s'il veut, soit il accepte l'enchère du joueur jaune, soit il met 1 de moins pour garder. Donc lui, le joueur dans cet exemple-là, lui, il est le commissaire-priseur. Donc ici, si vous gagnez l'enchère en tant que commissaire-priseur, au lieu de payer 1 de moins, vous en payez 2 de moins. Ici, quand vous fondez une colonie, vous gagnez 2 parchemins. Donc voilà, des petits pouvoirs personnels sympathiques qui sont donnés en début de partie. Donc voilà, ces 4 modules ne sont pas révolutionnaires, mais apportent une certaine variabilité au jeu, parce que sinon, le jeu apporte sa variabilité évidemment par les tuiles que vous allez enchérir, mais également par
par ça peut être au pluriel bien entendu, technologie vous allez progresser. Et ça, vous pouvez choisir à chaque partie des technologies différentes en fonction évidemment des tuiles que vous allez gagner. Plus vous allez gagner certaines tuiles, moins vous allez devoir monter. Donc par exemple, si vous décidez de gagner celle-là, vous allez gagner quand même un bateau à chaque tour. Si vous prenez celle-ci, vous allez gagner, non, celle-ci par exemple, vous allez gagner 3 bateaux ou 3 parchemins. Donc inutile peut-être d'aller trop loin dans les bateaux si vous gagnez beaucoup de bateaux avec cette tuile-là. Donc voilà, et c'est la même chose pour toutes les autres échelles où vous pouvez vous permettre de monter, oui ou non. Par exemple, l'enchère pour le premier joueur vous fait gagner toujours une carte exploration. Si vous gagnez souvent cette enchère-là et que vous gardez le premier joueur à tout prix, ça ne sert à rien de monter ici puisque vous allez gagner automatiquement à chaque tour, enfin automatiquement en gagnant l'enchère, à chaque tour vous allez gagner une carte exploration. Voilà. Et voilà, c'était la dégustation de Goa. J'espère qu'elle vous a goûté. Donc un jeu vraiment très intéressant, assez simple, qui peut se jouer. Je le mettrai dans les initiés, mais franchement, à partir de 10-12 ans, vous savez y jouer. Donc, même en milieu familial, il y a moyen d'y jouer. C'est pas trop compliqué. Vous avez vu, la majorité des tuiles sont des tuiles simplement de stockage ou pour gagner des ressources. Donc, pas vraiment de grandes difficultés. Une phase d'enchère vraiment intelligente que personnellement j'ai appréciée alors que je suis pas un grand amateur du genre. Donc, une phase d'enchère intelligente qui n'est pas interminable puisqu'elle s'arrête un peu après un tour. Donc chaque enchère est importante. Il faut peser le pour et le contre avec ces choix vraiment géniaux. Le choix du commissaire-priseur qui doit accepter l'argent d'un autre ou payer un de moins pour gagner. Donc des choix vraiment intéressants. Vous avez tout un crescendo en cours de partie puisque vous allez augmenter dans vos capacités, dans votre technologie. Ça va vous permettre de faire des choix stratégiques. La variabilité du jeu, elle n'est pas énorme, mais les petits modules en plus, vous aident un petit peu à varier les parties. L'argent est quand même important, donc vous n'avez pas non plus... Enfin voilà, on vous guide un petit peu dans les choix, augmentez quand même un petit peu votre échelle d'argent. Mais sinon, voilà, le jeu est très chouette. Cette nouvelle version profite des magnifiques illustrations de Nayad, donc il est moins dans ce brun orangé un peu has-been. Donc ici des couleurs plus chatoyantes et qui donnent plus l'envie de jouer avec ces 4 modules plus une version solo si vous aimez bien jouer en solo. Donc voilà, un jeu vraiment plaisant. Point moyen, je vous dis, qui est assez simple. Donc les joueurs experts en auront fait assez rapidement le tour, mais en milieu familial ou occasionnel avec des amis, il fait bien le taf et il est vraiment intelligent avec des enchères vraiment sympathiques et donc une belle interaction dans le jeu. Voilà, c'était la dégustation de Goa. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.